Bon, eh bien, bonjour. Je remercie d'abord les organisateurs de cette réunion qui m'ont invité pour vous parler d'énergie. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années, parce que, ayant travaillé sur la fusion nucléaire, qui pourrait être une énergie du futur, ça m'a amené à regarder d'une façon générale pourquoi je faisais de la recherche et quel était un peu le contexte énergétique dans lequel se situaient mes travaux. Alors, ce n'est pas du tout de ça dont je vais vous parler, je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup plus général. Donc voilà le sommaire de ce que je vais vous présenter. Donc il y aura 4 ou 5 parties de longueur inégale. Donc un petit tableau général sur l'énergie dans nos sociétés développées, parce que c'est là que les choses se sont passées et risquent aussi de se passer dans l'avenir. Ensuite, je vous parlerai, il y a évidemment un certain nombre de contraintes qui limitent plus ou moins le système énergétique dans son ensemble, mais je vais parler essentiellement d'une qui est, à mes yeux, la plus importante et aux yeux de beaucoup de gens la plus importante, qui est la contrainte climatique. Ensuite, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez entendu parler de transition énergétique, vous savez qu'il y a un projet de loi qui a été annoncé à grand son de trompe et approuvé par le gouvernement et qui va venir en discussion dans un avenir qui n'est pas encore complètement fixé devant le Parlement. Donc l'énergie et la transition énergétique vont être un sujet largement débattu et répercuté dans les médias. Et évidemment, il faudra s'interroger, je vous donnerai ma vision de la transition énergétique. Et ensuite, pour préciser un petit peu, on fera un petit peu de prospective, c'est-à-dire on essaiera de déterminer ce qu'il est possible qu'il se produise dans les années qui viennent, et on verra jusqu'où ça nous mène, et dans quelle mesure ça vous, futurs ingénieurs, ça vous concerne. Donc c'est des histoires de scénarios et des histoires de grandes tendances qu'il faudra respecter ou au contraire inverser. Et puis ensuite, je terminerai par la place de l'ingénieur dans le système énergétique. Alors pas seulement dans le système, je dirais de façon un peu géographique, mais aussi dans le temps, parce que l'énergie, ça commence par de la recherche et ça finit par des applications industrielles. Et c'est dans cette évolution-là que se place le rôle des futurs ingénieurs que vous allez être. Donc je commence par des choses très générales. Vous rappeler un petit peu quelques données sur les sources et les chemins de l'énergie. Alors, l'essentiel de l'énergie qui est à notre disposition sur la Terre, c'est ce qu'on appelle de l'énergie de flux. Et je préfère de très loin le terme d'énergie de flux au terme d'énergie renouvelable, parce que c'est beaucoup plus réaliste. Et vous voyez, ce rayonnement du Soleil, il peut être utilisé directement ou indirectement. Alors, soit on utilise directement le rayonnement du Soleil, soit indirectement, avec de l'hydraulique et de l'éolien, donc dont la source ultime est le rayonnement solaire. Ou alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une partie de ce rayonnement solaire qui nourrit la biomasse en énergie, la biomasse. Alors ça se traduit par des cultures énergétiques, et ça se traduit aussi, quelque chose qu'on oublie souvent, par le travail animal et humain. Et puis les résidus de biomasse, ça constitue des stocks, et qui sont les stocks d'énergie fossile, ces combustibles fossiles qui sont le pétrole, le gaz, essentiellement. Et puis vous avez des sources d'énergie et des chemins de l'énergie qui ne viennent pas des flux solaires. Donc c'est tout ce qui concerne l'énergie nucléaire, alors sous deux formes, soit l'énergie nucléaire proprement dite, soit ce qu'on sait moins bien, la géothermie, parce que si le centre de notre globe est chaud,
c'est parce qu'il y a de la radioactivité naturelle, et cette radioactivité naturelle, c'est de l'énergie nucléaire. Donc, et cette énergie nucléaire, elle ne vient évidemment pas du Soleil, elle vient de beaucoup plus loin dans l'histoire de l'univers. Donc voilà un petit peu le contexte. Alors avec juste un chiffre, le rayonnement solaire qui arrive dans la haute atmosphère, vous avez le chiffre ici, c'est un peu plus d'1 kilowatt par mètre carré, et on aura l'occasion de discuter un petit peu plus tard à partir de ce chiffre. Alors, juste pour dire la même chose sous une forme un petit peu différente, donc on a des stocks d'énergie qui sont des stocks de combustibles chimiques ou nucléaires, donc ils sont énumérés ici, et puis vous avez des flux qui sont le rayonnement solaire, le vent, l'hydraulique, la biomasse, le travail animal et humain qui n'est généralement pas comptabilisé dans les statistiques de l'énergie, et puis vous avez la géothermie qui est un peu à part. Alors je l'ai mise en vert ici parce que j'ai mis en vert tout ce qui est considéré comme renouvelable, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, que je préfère remplacer par des flux. Et la géothermie, bien que non renouvelable dans la réalité, est considérée comme renouvelable par tous ceux qui valorisent ce type d'énergie. Le système énergétique, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et qui a évolué dans le temps. Alors, il s'est passé des événements historiques qui, pour le sujet qui nous intéresse ici, sont considérables, qui est la révolution industrielle. Et le système énergétique dans les pays développés, donc ceux qui sont entrés et même sortis de la révolution industrielle, et qui est encore le système énergétique de pas mal de pays dans le monde, c'est un système qui ne connaît que des sources d'énergie qu'on appellerait naturelles, c'est-à-dire la biomasse, le vent et l'hydraulique. Et vous avez ici les utilisations. On chauffe avec de la biomasse. On se transporte parce qu'on marche à pied ou on est à cheval, donc c'est de l'énergie de la biomasse, ou à l'aide du vent, ça c'est évidemment toute la navigation à voile. Et puis on avait l'hydraulique, et ça les moulins c'est quelque chose de très ancien, pour faire tourner les machines, de même pour le vent. Donc vous avez un système énergétique ici, qui est le système d'avant la révolution industrielle. Alors j'ai mis ici des chiffres d'ordre de grandeur en unités d'énergie par an. Ils n'ont pas grand sens parce que d'une année sur l'autre, il y avait des différences considérables. D'un pays à l'autre, ça peut être aussi considérable. Mais pour l'humanité dans son ensemble, donc avant le XVIIIe siècle, on peut dire que c'était au maximum. Alors vous avez ici deux types d'unités. À gauche, donc ce qui est écrit en bleu, vous avez des hexajoules, c'est-à-dire c'est 10 puissance 18, c'est des milliards de milliards. Donc vous avez une quantité d'énergie ici qu'il est plus parlant d'exprimer en équivalent pétrole. Donc les gigatep ici, giga c'est 1 milliard, donc c'est 1 milliard de tonnes équivalent pétrole. Donc vous voyez, l'humanité avant le XVIIIe siècle consommait à tout casser en équivalent. Ils ne connaissaient pas le pétrole, ou très peu, en tout cas pas pour les besoins énergétiques, 1 demi-milliard de tonnes équivalent pétrole. Alors, la révolution industrielle, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi la grande transition énergétique d'Occident. Donc, c'est une transition énergétique. Donc, on a ici un retour d'expérience sur une transition énergétique. Alors, vous avez ici deux colonnes, avant et après, et je vais simplement insister sur ce qui est en rouge. Vous voyez qu'avant la transition énergétique, l'essentiel des sources d'énergie, c'était la biomasse. Après, ça a été les combustibles fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz, qui sont abondants et peu coûteux à extraire. Et puis, ça a des répercussions sur la société, en ce sens qu'avant, on avait des sociétés essentiellement rurales, et on en a toujours dans les pays qui ne sont pas encore développés, très pauvres. Après, on a des sociétés urbaines,
donc, et qui sont des sociétés de consommation, et on a un enrichissement global de la société, même s'il y a des philosophes et des intellectuels de haut rang qui déplorent cet enrichissement et les effets pervers que ça peut induire. Donc c'est tout ce qu'il faut retenir de ce tableau. Et je passe tout de suite au système énergétique d'aujourd'hui. Vous voyez que par rapport au système précédent, d'avant la révolution industrielle, il est extrêmement différent. Vous voyez, les sources d'énergie se sont diversifiées. Il y a donc essentiellement les fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, qui représentent 80% du total. Et ce total, vous voyez, on est passé de 20, grand maximum, à 500 hexajoules, dont l'essentiel est évidemment consommé dans les pays développés. Alors, pour parler en gigatep, ce qui a l'avantage de donner des chiffres faciles à retenir, on était en 2010 à 12,5 gigatep de consommation d'énergie totale, donc c'est des tonnes équivalent pétrole. Et vous voyez qu'il y a pas, dans la mesure où 80% de cette énergie est d'origine fossile, eh bien ça déverse dans l'atmosphère un certain nombre de gaz à effet de serre dont on peut connaître assez bien parce qu'il suffit de regarder les réactions chimiques et de voir ce que ça produit. Donc on était en 2010 au niveau de 30 milliards de tonnes équivalent CO2, donc, qui sont rejetées dans l'atmosphère. Alors cette énergie, vous voyez, elle a des usages qui se sont diversifiés. En particulier, il y a eu l'apparition, à partir de la fin du XIXe siècle, du vecteur électrique, ce qui fait qu'on distingue... Alors l'énergie primaire, c'est celle qui est produite par la combustion et la mise en œuvre des sources d'énergie qui ne reposent pas sur une combustion, que ce soit chimique et nucléaire. Et puis, donc c'est ce qu'on appelle de l'énergie primaire. Pour aboutir à... Alors, entre-temps, il y a des transformations, il y a de l'énergie qui se perd. Vous avez tous fait un peu de thermodynamique, donc vous avez entendu parler du théorème de Carnot, incontournable, et donc il se perd de l'énergie en chemin, et on comptabilise aussi l'énergie finale. Alors, pour la définir proprement, l'énergie finale, c'est celle qu'on paye, que le consommateur privé, particulier ou industriel, est amené à payer à son fournisseur. Alors, vous voyez que ça représente à peu près les 2/3 de ce qui est produit au niveau primaire. Donc, retenez ces chiffres, ils sont importants. Alors évidemment, au cours de l'histoire, on a connu des évolutions, et ces évolutions, elles sont représentées ici de deux façons sur les graphiques de droite. Alors, c'est pas très lisible parce que les caractères sont petits, mais donc la figure supérieure donne les quantités d'énergie primaire issues des différentes sources. Alors vous voyez que c'est encore le pétrole en violacé qui représente, je dirais, la majorité relative, la plus grande part des sources d'énergie primaire, suivi par le charbon, dont vous voyez qu'il remonte spectaculairement dans les années récentes. Et puis vous avez sur le graphique du bas la répartition en parts de marché, donc de 0 à 100%, qui vous montre que bien, à chaque époque, il peut y avoir une énergie dominante. Alors, même pendant que se déroulait la révolution industrielle, vous voyez, dans la première partie du XIXe siècle, et presque jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'énergie dominante en part de marché, c'était les renouvelables, au sens que je vous avais donné, c'est-à-dire biomasse, travail animal et humain. Et puis, vous avez peu à peu le charbon, donc sur la lancée de la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, qui a progressivement, dont la part grossit progressivement, et pendant près d'un siècle, donc jusque dans les années 1970, c'est le charbon
qui a été la source principale d'énergie de l'humanité. Et puis ça a été remplacé par le pétrole et d'une façon générale les hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Donc voilà le tableau des évolutions. Et pour beaucoup de gens, une transition énergétique, donc, le sujet dont nous allons parler un petit peu plus tard, ça se résume à de la substitution énergétique, mais ça n'est pas que de la substitution énergétique. Autrement dit, la transition énergétique dont j'ai parlé, eh bien, elle recouvre toute cette évolution un petit peu indépendamment des effets de substitution énergétique. Alors, il y a un point extrêmement important qui fait d'ailleurs l'objet de discussions entre spécialistes. Alors, c'est les spécialistes, c'est aussi bien des ingénieurs spécialisés dans l'énergie que des économistes ou des politiciens. Parce que si on fait ce genre de graphique dans lequel on met en abscisse l'énergie primaire donc, consommée par l'humanité et puis en ordonnée le produit intérieur brut, c'est-à-dire une donnée économique qui est censée représenter la richesse des nations ou de l'ensemble de la population humaine. Donc ce qu'on appelle les points de PIB, les fameux points de PIB dont vous entendez parler dans les médias sans que les journalistes savent souvent de quoi ils parlent. Mais vous voyez que ça se place assez bien autour d'une droite. Autrement dit, la question est, est-ce qu'il y a une espèce de loi d'airain, donc très dure, entre la consommation d'énergie et le développement tel qu'il est comptabilisé par le produit intérieur brut, étendu à toute la planète. Alors on aura bien envie de dire oui, mais ça se discute quand même, et je vais vous montrer pourquoi ça se discute. Bien, voilà la même chose, alors à un détail près, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'énergie primaire globale, je la prends ici par habitant. Et vous voyez que cette énergie, cette relation énergie-produit intérieur brut pour la France, ben, elle ne ressemble pas tellement à la ligne droite de tout à l'heure. Elle ressemble à la ligne droite pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années qui ont précédé la première crise pétrolière de 1973. Donc là, ça a suivi la tendance. Et puis à partir de là, vous voyez que l'énergie que nous consommons par habitant en France, ça n'a pas tellement varié, ça se promène un petit peu, ça c'est au hasard des crises, au hasard des événements qui peuvent concerner les sources d'énergie. Et vous voyez que ça n'a jamais dépassé 4 tonnes équivalent pétrole et demi par an par habitant, et que même ça a un petit peu régressé, et vous voyez que ça peut même régresser alors que le produit intérieur brut augmente. Alors, tout le problème et la discussion là est interminable, c'est de savoir ce qui est représentatif. Donc, est-ce qu'il y a un effet de délocalisation d'un certain nombre d'industries fortement consommatrices d'énergie dans des pays émergents? C'est une possibilité. Est-ce que le calcul du PIB par habitant, qui est quelque chose de compliqué, est vraiment crédible et réaliste? Donc tous ces éléments font que l'idée que personnellement j'aurais tendance à défendre, qu'on peut augmenter la richesse d'une nation sans obligatoirement augmenter sa consommation d'énergie, eh bien, elle est contestée et il y a des tenants de la ligne dure qui disent qu'il n'est pas possible d'augmenter la richesse d'une population sans augmenter sa consommation d'énergie. Donc vous voyez, là c'est un point de débat que vous aurez peut-être à rencontrer et vous serez peut-être amené à trancher chacun d'entre vous pour ce qui vous concerne. Alors je vais commencer par, ici je vous montre une figure qui entre dans le chapitre général « Le monde est mal fait ».
Alors, il est mal fait de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'il y a des inadaptations dans le monde. C'est en ça qu'il est mal fait. Et vous voyez que si vous regardez les sources d'énergie, les énergies fossiles, les réserves fossiles dans le monde, vous voyez qu'elles sont extrêmement mal réparties. Elles sont réparties dans différents pays de façon très inégale. Vous voyez par exemple qu'il y a énormément de pétrole au Moyen-Orient, il y a énormément de charbon. Le charbon, c'est pas trop mal. Le gaz naturel aussi, c'est très localisé. Et surtout, ça n'est pas forcément à l'endroit où on les consomme. Donc ça a des conséquences sur le système énergétique. Ça veut dire qu'il va y avoir des flux de matières premières à la surface de la Terre qui prendront différentes formes. Et il y a évidemment, toujours dans la même rubrique, le monde est mal fait, il y a une énorme disparité dans la consommation d'énergie. Vous voyez que l'Amérique du Nord se défend très bien. Les pays développés, l'Europe et le Japon, c'est pas mal. C'est au-dessus de la moyenne planétaire. La Russie, qui est moins développée que les pays dont je viens de parler, est énormément consommatrice d'énergie parce que c'est à la fois un pays froid et mal organisé. Et puis vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays qui sont peu consommateurs, mais qui peuvent être d'énormes producteurs de matières premières énergétiques. Donc, le monde est mal fait, deuxième. Alors, du coup, ces répartitions inégales de la consommation et des sources, eh bien, ça veut dire qu'il y a des flux d'énergie. Donc, c'est ce qui est représenté ici sur la figure du haut par le pétrole. Pour le pétrole, donc regardez pas le détail, hein, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des flux. Et ça a une conséquence, c'est que, alors au moins pour le pétrole, il existe un marché mondial. Alors il y a deux centres où on négocie le pétrole, ce sont Londres et New York, et les cours sont extrêmement voisins. Donc il y a vraiment un marché globalisé du pétrole. Et évidemment, vous voyez ici l'évolution des cours. Alors ce qui est intéressant à regarder, c'est en dollars constants, c'est-à-dire les courbes vertes. Vous voyez qu'on a connu deux pics dans les années assez récentes, donc les chocs pétroliers des années 1970. Et puis, on n'appelle pas ça des chocs pétroliers, mais vous voyez que nous vivons depuis 2008 dans une période de pétrole cher et en gros au-dessus de 100 $ le baril, au-dessus de 100 $ le baril. Et ça a des conséquences parce que les économistes ont constaté que chaque fois qu'il y avait une augmentation du prix du pétrole, quelquefois même légère, il y avait derrière une crise économique. Et nous sommes en ce moment dans une crise économique dont tout le monde parle. Hein. Vous ne pouvez pas ouvrir un poste de radio ou un poste de télé sur des chaînes d'information sans qu'on vous parle de crise économique. Eh bien, c'est consécutif à des augmentations du prix du pétrole, qui ont des origines diverses. Alors, pour le gaz, c'est un petit peu différent. Vous avez ici les flux correspondant au gaz. Et le gaz, contrairement au pétrole, qui se transporte bien, le gaz se transporte mal. Ça se transporte soit par des tuyaux qu'il faut installer, soit par des méthaniers, ce n'est pas très pratique. Et vous voyez, il y a trois marchés du gaz qui sont différents. Il y a le Japon, l'Europe et les USA. Et le prix du marché du gaz aux États-Unis est extrêmement bas, ce qui a des conséquences économiques considérables, puisque les États-Unis sont contraints de reconvertir tout leur système électrique avec comme source principale d'énergie le gaz, et ce sont les fameuses gaz de schiste des États-Unis. Vous savez, ces fameux gaz dont on ne veut surtout pas voir, cacher ce gaz que je ne saurais voir en France en particulier. Alors, vous avez un autre type de réseau de transport d'énergie, ce sont les transports de l'électricité. L'électricité peut se produire soit par des centrales thermiques à charbon, donc là où il y a du charbon,
soit par des centrales hydrauliques, là où il y a des montagnes, ou des grands fleuves. Et vous avez ici le réseau de transport à 400 000 volts pour la France, avec une particularité, c'est que, contrairement aux routes et aux chemins de fer, ce n'est pas tout à fait le réseau en étoile autour de Paris. Ça, c'est pour des raisons historiques. Et le problème, c'est que pour l'électricité, donc ça, je m'adresse aux futurs ingénieurs, c'est que l'électricité, sauf par petite quantité, ça ne se stocke pas. Donc on ne peut pas compter sur du stockage pour ajuster l'offre et la demande. C'est quelque chose qui doit être fait à chaque instant par les gestionnaires de réseau. Et s'il y a du stockage, il ne peut être que sous une autre forme. Et en particulier, c'est du stockage hydraulique. Et là aussi, ça vient de ce que le monde est mal fait et qu'on consomme de l'électricité dans les grandes villes qui ne sont pas forcément là où il y a de hautes montagnes ou des centrales thermiques. Et on évite, par exemple, de placer des centrales nucléaires en banlieue parisienne. Alors, juste un élément. Alors, là aussi, c'est une discussion qui dure depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Est-ce qu'on va, et là aussi, la presse et les médias s'en font écho, est-ce qu'on aura assez de combustibles fossiles? Alors, on sait qu'il y en a forcément une quantité limitée, parce qu'au cours des temps préhistoriques, bon, il s'est constitué un certain stock. Évidemment, ce stock est extrêmement limité. Donc, est-ce qu'on va arriver au bout de ce stock? Alors, il y a plusieurs écoles concernant ce problème. Là, je vous montre juste ce qui risque d'arriver pour la production. Alors là, c'est de pétrole bon marché. Alors, le pétrole bon marché, alors, quand je vous ai parlé tout à l'heure du prix du pétrole à $100 le baril, ça c'est le prix du marché, hein, c'est entre les acheteurs et les vendeurs. En réalité, le prix du pétrole, suivant les sites, en Arabie Saoudite, il doit être relativement bas. Hein. Le coût d'extraction, ça doit être à tout casser $5 le baril. Dans d'autres pays, ça peut monter jusqu'à 30, mais c'est très inférieur au prix du marché. Donc, c'est-à-dire que ça vous montre que le monde de l'industrie du pétrole et des hydrocarbures en général vit très bien avec le prix du marché actuel. Donc, quand je parle de pétrole bon marché, c'est de pétrole bon marché à l'extraction. Et l'idée, c'est que c'est justement l'extraction va passer par un maximum. Et suivant les prédictions d'un retraité du pétrole que je connais bien, qui s'appelle Jean Laherrère, eh bien, nous serions dans le pic du pétrole bon marché. Bon marché à extraire, naturellement. Donc voilà pour le paysage énergétique que nous avons sous les yeux. Alors, je vais passer... Alors évidemment, un certain nombre de contraintes, et je vais passer à la principale, qui est la contrainte climatique. Et il y a quelque chose dont il faut bien être conscient, c'est que l'énergie et l'environnement, c'est le couple infernal. Quand vous produisez de l'énergie, quoi que vous fassiez, alors je ne dis pas qu'on massacre obligatoirement l'environnement, mais en tout cas, on l'altère plus ou moins profondément. Et parmi les causes d'altération, eh bien, il y a les histoires de climat à venir, et en particulier l'effet de serre tel qu'il peut être renforcé par l'activité humaine, et en particulier toute l'activité industrielle et toute l'activité qui repose sur des sources d'énergie qui sont émettrices de gaz à effet de serre. Alors, je reviens au flux d'énergie venu du Soleil. Je vous avais cité tout à l'heure le chiffre de 1,4 kW par mètre carré. Alors, si on intègre ça sur le jour et la nuit et les saisons,
vous voyez, ça fait 341 watts par mètre carré, donc ce qui est marqué rayonnement solaire incident. Et évidemment, il y a un équilibre de rayonnement autour de la Terre. La Terre est en équilibre, enfin c'est plus un régime permanent qu'un véritable équilibre. Ça veut dire que la Terre reçoit du rayonnement, elle en réfléchit une partie, elle émet un autre type de rayonnement, et le bilan de tout ça doit être nul. Alors il est nul à quelque chose près, qui peut avoir de l'influence. Alors vous avez ici, de façon extraordinairement simplifiée, parce que l'étude de l'atmosphère, c'est très compliqué, ça mobilise des bataillons de chercheurs dans pas mal de laboratoires, mais il faut bien savoir que ce rayonnement solaire, dont on nous dit « Ah, c'est formidable le rayonnement solaire », donc si vous multipliez par le nombre de mètres carrés à des kilomètres d'altitude, évidemment ça fait des quantités d'énergie qui arrive sur la Terre à chaque instant considérable. On nous dit c'est formidable, ça représente 10 000 fois la consommation actuelle de l'humanité. Donc voilà, on a la source d'énergie ultime. Bon, alors c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai que ça représente 10 000 fois la consommation, mais c'est vrai aussi qu'on n'a pas tellement le droit d'y toucher. Tout simplement parce que cette énergie qui vient du Soleil, elle fait tourner la machine climatique. Et la machine climatique, ça demande beaucoup d'énergie. La machine climatique, c'est quelque chose de très compliqué. C'est des échanges de rayonnement dans l'atmosphère, c'est des mouvements de l'atmosphère, c'est des mouvements de l'eau des océans, donc oui, c'est des échanges de chaleur entre la surface terrestre et l'atmosphère, entre les océans et l'atmosphère, entre les différentes couches de l'atmosphère, donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui a besoin d'énergie. Et l'essentiel de l'énergie venue du Soleil sert à faire fonctionner cette machine climatique. Donc on ne peut en prélever qu'une partie modeste. Alors même si on en prélève une partie modeste, mettons 1 pour 1000, il y a de la marge par rapport à ce qu'on consomme. Mais ça veut dire que le problème n'est pas aussi glorieux que certains, en particulier dans les associations environnementales, le proclament. Alors, c'est là où intervient un mécanisme qu'on appelle l'effet de serre. Donc, je ne vais pas insister, mais dire simplement que s'il n'y avait pas cet effet, en somme, qui veut dire que la Terre, l'atmosphère de la Terre, joue le rôle de couverture chauffante par les échanges d'énergie qui se produisent à l'intérieur de cette atmosphère. Et il y a des gaz qui sont particulièrement efficaces dans ce rôle de couverture chauffante. Ce sont des gaz comme le CO2, le méthane et pas mal d'autres. Alors, on représente ici par une espèce de boucle que j'ai représenté avec un flux aller, avec un flux retour, donc dans le rayonnement infrarouge, entre ce qui est émis par la surface terrestre et ce qui lui revient à cause de quelque chose qui ressemble à ce qui se produit sous une vitre dans une serre agricole, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, donc c'est plus une image qu'autre chose. Et en réalité, les gaz à effet de serre, ils sont répartis dans toute l'atmosphère et pas simplement là où il y a marqué gaz à effet de serre. Et en réalité, la boucle, elle se produit sur toute la hauteur entre la flèche ronde que j'ai marquée sur le graphique et puis la surface terrestre. Bon, toujours est-il que c'est un effet qui peut être renforcé par les gaz que notre activité émet, et à ce moment-là, ça risque de produire un réchauffement de la planète. Donc, il y a une menace d'un changement climatique irréversible. Et là, je dirais, on est un peu dans la position du joueur d'échecs. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des joueurs d'échecs, mais les joueurs d'échecs connaissent ce principe que la menace est plus forte que l'exécution. Donc, s'il y a une menace, il faut réagir. Et c'est ce que
en particulier les organismes dépendants des Nations Unies, préconisent. Donc il faut prendre des mesures de prévention. Donc c'est ce que j'ai marqué en rouge sur ce transparent. Et l'alerte, justement, quant à cette menace, vous voyez qu'elle a été donnée il y a longtemps. Vous n'étiez pas nés, je pense, pour la plupart d'entre vous. C'était en 1977 par l'Académie des sciences américaine qui attirait l'attention sur le fait que depuis les débuts de l'industrialisation, la teneur en CO2 de l'atmosphère avait singulièrement augmenté. Je vais vous donner un chiffre sur le dessin suivant. Et qu'il y a effectivement une menace d'augmentation de la température globale qui pourrait évidemment avoir des conséquences énormes sur la vie à la surface de la planète. Alors juste pour vous montrer qu'en matière de composition de l'atmosphère et de température, eh bien, on a de l'information extrêmement précise qui est obtenue pour les temps anciens. Alors ici, je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais c'est sur 800 000 ans avant aujourd'hui. Donc ça commence à gauche, il y a 800 000 ans, et vous voyez qu'on est capable, à partir de carottage de glace dans les calottes polaires, au Groenland et en Antarctique, on est capable, par des analyses extrêmement fines, ça c'est de la très belle science, on est capable de déterminer la composition de l'atmosphère, ces différents gaz, en particulier le méthane et le CO2, et aussi on peut remonter à la température au moment où s'est formée la glace qu'on analyse. Alors vous voyez qu'on reconnaît les interglaciaires dans la période la plus récente, avec les périodes de glaciation pour les températures les plus basses. Et vous voyez que si vous regardez l'échelle à droite, vous voyez qu'une variation de 5 degrés de la température moyenne à la surface de la Terre, ça correspond à une glaciation. C'est-à-dire qu'on est dans des conditions tout à fait différentes des conditions, je ne dirais pas idylliques, mais agréables, dans lesquelles nous pouvons vivre aujourd'hui avec les températures qui règnent à l'atmosphère de la Terre. Alors, les climatologues, à partir de toute cette abondance de données qu'on a réussi à extraire du congélateur terrestre que constituent les calottes polaires, eh bien, ils construisent des modèles et à partir de là, ils nous disent voilà ce qui risque de se passer si on fait telle et telle chose. Alors c'est ce qui est représenté sur la figure de droite où, suivant la façon dont vous limitez les émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, vous suivez une courbe bleue qui vous donne une augmentation de température relativement modeste par rapport à aujourd'hui, mais vous pouvez très bien avoir, si on continue à augmenter au rythme actuel les rejets de CO2, vous pouvez très bien avoir la courbe rouge, qui est évidemment beaucoup plus menaçante parce que 4 degrés en plus, 4 degrés en moins, on sait ce que ça produit, une glaciation, 4 degrés en plus, ça va certainement produire des effets considérables, sans qu'on soit capable, évidemment, de dire exactement lesquels. Alors, juste pour vous montrer l'état des affaires, c'est qu'en noir, vous avez ici les relevés de température. Donc, vous voyez que c'est plutôt dans la fourchette basse. Alors, c'est ce qui fait dire à des gens qu'on appelle les climato-sceptiques, vous voyez bien, toute cette menace sur le climat, c'est du vent, c'est fait pour valoriser les organisations écologistes et vendre des énergies renouvelables. Mais si vous regardez un petit peu la suite possible, ça ne vous dit absolument pas que ça ne va pas suivre plutôt le couloir rouge que le couloir bleu. Parce que la bifurcation se produit un petit peu plus tard. Donc, mais pour le moment, on constate effectivement que la situation est plutôt rassurante pour le présent, mais il reste de considérables inquiétudes pour l'avenir. Alors, vous avez ici les différentes
contribution, donc c'est très schématique et très global, des activités humaines sur les gaz à effet de serre, vous voyez que l'agriculture et l'industrie représentent chacune, alors l'agriculture un peu moins de 30%, l'industrie un peu plus. Et puis vous avez quelques autres contributions que vous pouvez regarder ici, que l'industrie des hydrocarbures contribue pas mal, hein. Pour une seule industrie, elle contribue pour 6%. C'est beaucoup plus que le transport aérien, par exemple. Vous avez les écologistes qui condamnent le transport aérien comme quelque chose d'abominable du point de vue climatique, alors que la contribution du transport aérien est relativement modeste. Donc, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Alors, j'en viens à la transition énergétique. En fait, le monde est en transition, il a toujours été en transition. Donc actuellement, nous sommes dans une grande transition démographique, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on racontait il y a simplement 20 ans, la population humaine n'est pas en train de croître exponentiellement, mais c'est plutôt une courbe en S, qui devrait alors soit passer par un maximum, soit saturer dans la deuxième moitié du siècle. Et la population, actuellement, nous sommes un peu plus de 7 milliards. Dans la deuxième moitié du siècle, on ne devrait pas dépasser 9 milliards et demi. La démographie est assez bien connue jusqu'en 2050. Au-delà, évidemment, il y a plus d'incertitudes. Alors, on a d'autres transitions qui se passent, qui sont importantes du point de vue du système énergétique. Par exemple, il y a l'urbanisation. Actuellement, la moitié de l'humanité vit dans des villes, et le mouvement est tel qu'on sait que en 2050, ça sera au moins 75%, les 3/4 de l'humanité vivront dans des villes. Donc ça, c'est évidemment une donnée extrêmement importante pour le développement des systèmes énergétiques. Alors, il y a une transition du développement, donc il y a des pays qui sont développés, nous en faisons partie, puis il y a aussi des pays qu'on appelle émergents, mais qui sont des pays à très forte population, c'est l'Inde, la Chine, le Brésil. C'est chaque fois des milliards d'habitants ou une importante fraction de milliards d'habitants. Et ça, ce sont des pays qui sont en train de se développer à toute allure, donc dont la consommation d'énergie est extrêmement croissante. Et puis, il y a d'autres transitions. Puis, il y a quelque chose qu'on omet en général de mentionner dans les beaux discours prospectifs, c'est les crises. Nous vivons actuellement une crise économique qui est venue en partie d'une augmentation des prix des pétroles, mais les crises se produisent à intervalles pas forcément réguliers, et il faut évidemment intégrer les crises dans toute démarche qui concerne l'avenir. Alors, évidemment, il y a des tendances lourdes. Alors, je vous ai parlé de l'accroissement de la population. Bon, ben, ça croît beaucoup moins vite qu'il y a quelques années. Je vous ai parlé de l'urbanisation et de l'émergence de nouvelles puissances économiques avec le développement de ce qu'on appelle les BRIC, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, dont les taux de croissance sont extraordinaires, surtout quand on les compare aux nôtres. Et donc vous avez aussi des tendances lourdes sur un autre plan concernant la consommation d'énergie. Et la tendance à augmenter pour chacun d'entre nous. Il y a de la demande, alors plus ou moins politiquement correcte. La demande de motorisation individualisée, bon, bah, il suffit d'ouvrir la radio pour savoir que ce n'est pas politiquement correct. On nous parle toujours des transports en commun. Et il y a de la demande d'information et de communication qui, celle-là, explose complètement. Il n'y a qu'à voir, je vais citer simplement un chiffre. Il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre. Sur ces 7 milliards, il y a 1 milliard de développés, mais il y a 3,5 milliards de téléphones portables. Donc vous voyez que l'explosion de la demande d'information et de communication s'étend bien au-delà du développement. Ça, tout ça, ça consomme de l'énergie. Alors ça, évidemment, ça nous donne de bonnes et de moins bonnes raisons pour décréter une transition énergétique. La meilleure raison, c'est la contrainte climatique. Il faut éviter de continuer à
évacuer dans l'atmosphère des quantités phénoménales de gaz à effet de serre, parce qu'il y a une menace de changement climatique. Et puis, il y a d'autres raisons plus intellectuelles que j'ai mis en bas, celles que j'appelle subjectives et idéologiques, parce qu'évidemment, quand certains entendent le mot transition énergétique, ils disent « Ah, ça y est, on va se débarrasser d'une source d'énergie qu'on n'aime pas », par exemple. Mais une transition énergétique, ce n'est pas simplement un changement de bouquet, ce qu'on appelle poétiquement le bouquet énergétique. Il faut savoir que ça va prendre du temps, que ça ne va pas se faire comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas une politique volontariste qui va immédiatement donner lieu à une transition énergétique, ou si ça existe, je vous montrerai un exemple, méfiance. Donc vous avez ici ce que pourrait être, plus exactement, les questions que ça pose, la transition énergétique, et pour lesquelles on n'a pas les réponses. Alors les réponses, vous allez peut-être dans votre carrière contribuer à les apporter. Vous voyez qu'il faut, par rapport au tendanciel, qui est marqué ici en noir, diminuer l'augmentation de l'énergie. Alors, à quel niveau? On ne sait pas trop. Et puis, diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, il faut savoir comment s'y prendre. Et le tout, vous voyez, il faut admettre, il faut être patient. Ça va prendre probablement plus d'un siècle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire sur un mandat présidentiel. C'est quelque chose qui risque de se faire sur un siècle. Comme la première transition énergétique, la révolution industrielle, elle s'est faite sur un bon siècle, sur plus d'un siècle. Mais là, on est exactement dans les mêmes conditions. Donc il faut raisonner très loin dans l'avenir. Alors évidemment, là, vous avez des réponses écologiques qui disent « Oh, c'est très simple, on diminue la consommation d'énergie, et puis automatiquement, les émissions de gaz à effet de serre diminueront, donc on aura réglé tous les problèmes. » Alors c'est ce que préconisent un certain nombre d'organisations, donc vous voyez, qui sont motivées pas tellement par des raisons scientifiques, mais par des raisons à la fois idéologiques et émotionnelles. On aime bien les moulins à vent, surtout chez les autres. On déteste les centrales. Alors, l'image ne vous dit pas si c'est à charbon ou à uranium, mais les deux sont rejetés de la même façon. Et on décrète qu'on ne consommera pas plus d'énergie finale à la fin du siècle qu'on en consommait en l'an 2000. Alors, à partir de là, vous pouvez construire tous les scénarios que vous voulez. Alors, les organisations des Nations Unies, donc le GIEC, c'est un espèce de compilateur d'idées, préconise un certain nombre de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ces mesures, c'est évidemment d'avoir des sources d'énergie sans carbone, il y a plusieurs moyens techniques pour y arriver. C'est évidemment les renouvelables, c'est l'électronucléaire qui n'émet pas de gaz à effet de serre, et puis ça peut être aussi, pour toutes les installations fixes, le captage et la séquestration du carbone. Donc ça peut servir de cadre aux transitions énergétiques que différents États peuvent décréter. Alors vous avez vu au passage que des organisations environnementales élaboraient des scénarios. Alors, il n'y a pas que ces organisations qui élaborent des scénarios, il y a des organismes officiels, il y a des organismes d'État, en particulier en France, il y a des boîtes de conseil tous azimuts, dont c'est le métier, qui font ça aussi et qui les vendent très cher à leurs clients. Et il y a une chose, alors que vous avez peut-être... que je vous ai un petit peu laissé entendre quand je vous ai montré les propositions du WWF ou de Greenpeace pour des scénarios énergétiques, c'est qu'un scénario, il faut se donner la fin pour pouvoir le mener à bien, le développer. Parce que si vous partez des données d'aujourd'hui, données et tendances,
vous ne savez pas où vous aboutissez, donc il faut absolument se donner la fin. C'est-à-dire qu'un scénario, c'est raconter une histoire, ce n'est pas forcément ce qui va se produire. Et en général, ils sont faits pour plaire au client qui a payé le scénario, hein, donc ça peut faire rêver les politiques. Mais retenez surtout qu'il faut se donner la fin. Et la deuxième chose, c'est que les transformations vont être lentes. Et dans le cas du système énergétique, il y a une inertie considérable qui détermine sur 50 ans, en grande partie, l'avenir proche. Alors vous voyez que si on regarde un petit peu les horizons pour lesquels on peut construire un scénario, les dates qui sont retenues, donc que vous trouverez en regardant Internet, hein, vous verrez une date à 2035, une autre à 2050, et puis les plus imaginatifs vont jusqu'en 2100. Alors 2035, vous aurez dans les 40 ans, c'est-à-dire que vous serez en plein dans votre carrière, donc vous serez vraiment concerné par ce qui va se passer en 2035, vous serez des acteurs de ce qui se passera en 2035, et il y a un certain nombre de scénaristes, BP, hein, c'est le pétrole, l'Agence internationale de l'énergie, le World Energy Council, donc qui produisent des scénarios très conservatistes, en gros, qui prolongent les tendances actuelles avec de modestes inflexions. À 2050, vous avez donc là, vous serez plus âgés. Hein, certains d'entre vous auront des responsabilités, parfois même étendues. Donc vous serez vraiment vous aurez des pouvoirs de décision. Et il faudra agir pour la deuxième moitié du siècle, en 2050, en espérant qu'il y aura déjà eu des inflexions suffisantes pour que ce qu'on espère qui va se produire dans la deuxième moitié du siècle se produise effectivement. Alors évidemment, ça peut passer par des changements de technologie qui seront a priori modestes jusqu'en 2050. Alors, simplement pour vous indiquer les ordres de grandeur, la population en 2050, 9 milliards. Si on fait beaucoup d'efforts pour modérer la tendance actuelle, on arrivera peut-être à ne consommer que 18 gigatèpes d'énergie primaire, ce qui ne donnera que 2 TEP par habitant et par an. Je vous rappelle qu'en France, on en est à 4. Donc la population, je vous en ai parlé, je n'y reviens pas. Il y a évidemment le problème de la réduction des inégalités. Donc on aimerait bien que les pays qui ne consomment pas trop d'énergie puissent se développer et arrivent à la moyenne, mais il y aura peut-être une compensation nécessaire des pays gros consommateurs d'énergie qui devront réduire leur consommation sans toucher à leurs conditions de vie. Et vous voyez que pour certains pays, en particulier d'Amérique du Nord et d'Australie, ça peut poser de sérieux problèmes. Une tendance qui se manifeste, vous entendez parler actuellement beaucoup de quelque chose qui se présente, qui est un âge d'or du gaz. Donc ça, c'est venu un petit peu dans l'euphorie qui suit la mise en exploitation des gisements de gaz de schiste aux États-Unis. Alors, c'est quelque chose qui a de l'intérêt du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, parce que la combustion du gaz naturel émet 2 fois moins de gaz naturel que la consommation du charbon et 1,7 fois moins que la combustion du pétrole. Donc si vous pouvez convertir des installations à pétrole ou à charbon en gaz naturel, alors qu'ils soient de schiste ou des gisements de gaz traditionnels, eh bien, vous gagnez sur les émissions de gaz à effet de serre dans le bon sens. Donc c'est tout à fait, c'est une des raisons qui font que, avec justement cette découverte de nouvelles sources de gaz, qui font que certains organismes prédisent un âge d'or du gaz, mais je serais beaucoup moins optimiste parce qu'on voit se dessiner, à cause des pays émergents qui prennent la source d'énergie la moins chère, et le combustible le moins cher sur le marché global planétaire, c'est le charbon, et
il se pourrait très bien que l'âge d'or du gaz soit en réalité un âge d'or du charbon, donc ceci pour les quelques années qui viennent. Et pour la suite, en 2100, je dirais simplement d'après ce qu'on voit du développement des technologies, eh bien on peut penser que le vecteur électrique sera beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Actuellement, je dirais 20% de l'énergie passe par le vecteur électrique. On peut très bien imaginer que cette part monte à 50%, mais il faudra évidemment attendre la deuxième moitié du siècle. Alors là, juste pour vous dire qu'on est peut-être mal parti, ça je vous l'avais annoncé, je vous ai dit qu'une transition énergétique, ça peut être brutal. Alors quand c'est brutal, c'est dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous avez une diminution très brutale de la consommation. Alors ça s'est produit en France pendant les 2 guerres mondiales. C'est sur le graphique de gauche, où effectivement les émissions de CO2 ont diminué, mais à la fin de 1940, il n'y avait pratiquement plus d'industrie qui tournait en France. Donc ça a été, on était dans les conditions de rationnement, d'occupation étrangère. Je ne vous dis pas, ce n'est pas des conditions qu'on aimerait voir revenir. Vous avez un deuxième événement qui s'est produit, c'est la fin du communisme, des régimes communistes dans les pays de l'Est. Ça a été accompagné d'une crise économique majeure qui a fait descendre les niveaux des émissions de gaz à effet de serre de presque un facteur 2 suivant les pays, mais en même temps, le PIB diminuait dans les mêmes proportions, c'est-à-dire que les gens ont été beaucoup plus malheureux après qu'avant. Donc, vous voyez, historiquement, on a des transitions énergétiques brutales, mais vous voyez, ce sont des transitions dans le mauvais sens qui conduisent à une aggravation des conditions de vie des populations qui la subissent. Alors, j'en arrive au dernier chapitre, donc, qui vous concerne directement, puisque vous allez être des ingénieurs, et vous allez être confrontés à un certain nombre de problèmes. Donc vous allez faire partie des acteurs. Beaucoup d'entre vous, même s'ils ne sont pas franchement dans le système énergétique, seront des acteurs du système énergétique. Alors vous voyez que les acteurs du système énergétique, c'est tout le monde, hein. Ça commence à des individus et ça se termine par les instances internationales. Tout le monde est là. Alors les ingénieurs, on les trouve dans toutes les couches de la société, à tous les niveaux, mais évidemment, majoritairement dans les entreprises et les organismes de recherche, pour situer un petit peu et aussi dans les lobbies. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans le système énergétique, c'est qu'il y a des lobbies. Alors des lobbies, vous savez, c'est des groupes de pression qui se constituent pour intervenir auprès des décideurs politiques, qu'ils soient nationaux, régionaux ou internationaux. Alors, vous avez peut-être entendu parler du lobby nucléaire, à qui on fait d'énormes reproches, surtout en France, mais c'est un lobby ridicule par rapport au monde des hydrocarbures, qui concerne aussi bien des gouvernements que des sociétés multinationales, que des industries consommatrices de carburant. Et je vous avais dit tout à l'heure que le lobby des pétroliers vivait bien, les pétroliers vivent bien, donc le lobby des hydrocarbures, enfin la nébuleuse des hydrocarbures est extrêmement riche et dans une certaine mesure, ce n'est pas un hasard si on exprime les quantités d'énergie en tonnes équivalent pétrole, ça montre la domination du monde des hydrocarbures sur le système économique mondial. Les énergies renouvelables, il y a de très bons lobbies qui se sont constitués. Le lobby nucléaire, donc j'en ai dit un mot, et puis il y a tous les anti-quelque chose ou anti-tout, qui sont aussi des groupes de pression qui interviennent, par exemple pour empêcher telle source d'énergie de s'implanter quelque part. Alors c'est aussi bien, ça concerne aussi bien des centrales nucléaires quelque part que des champs d'éoliennes. Je peux vous dire par exemple que les écologistes du Larzac
ont fait tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir d'éoliennes chez eux. Alors, ils sont un peu plus loin, pour ceux qui connaissent le coin, mais ils ne sont surtout pas sur le Larzac, là où il y a les écolos. Alors, une des missions des ingénieurs, c'est évidemment quelque chose à long terme, c'est la mise en œuvre des technologies du futur. Donc, vous en avez une liste ici qui n'est évidemment pas exhaustive, qui concerne aussi bien le développement de technologies sans carbone pour produire en particulier de l'électricité, de technologies dans le cadre desquelles le carbone est recyclé, c'est le cas de la biomasse, et puis des technologies qui permettent d'éliminer le carbone. Donc j'en avais dit un mot à partir des préconisations du GIEC à propos du captage et séquestration. Alors, les technologies du futur, il y en a certaines qui sont déjà dans les cartons, qui sont dans des états relatifs. Donc là, ce que j'appelle émergent, c'est-à-dire que, je dirais, la recherche a produit des résultats qu'on commence à mettre en œuvre à petite échelle, à échelle de démonstration, mais pas plus. Et quand une technologie est éprouvée dans ce tableau, ça veut dire qu'on a déjà des applications industrielles rentables. Donc vous avez ici, pour différentes technologies, l'état dans lequel elles se trouvent. Et vous voyez qu'il y en a même qui, si je pense par exemple au photovoltaïque spatial, qui est un truc qui fait bien rêver, ça peut être émergent pendant la deuxième partie du siècle et ne venir qu'après 2100. Alors, de tout ce que je viens de vous raconter, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir d'abord que l'énergie, c'est le moteur de l'économie. Vous n'avez pas de développement économique sans énergie, même si on peut discuter d'une loi d'airain qui mettrait en proportionnalité un indicateur économique et la consommation d'énergie. Évidemment, ces industries ont besoin d'ingénieurs et d'entrepreneurs dans les deux cas. Et la contribution des ingénieurs, donc j'ai mis ici quelques contributions donc, qui sont d'innover, qui sont de savoir gérer les systèmes énergétiques, et ce n'est pas toujours évident, ça pose de vrais problèmes. Il y a de la vraie science derrière. Gérer un réseau électrique, par exemple, c'est de la vraie science. Puis il y a surtout un état d'esprit. Je vous ai dit qu'à propos des organisations environnementales, qu'elles fonctionnent à l'émotion. Un ingénieur, il ne doit pas fonctionner à l'émotion. Il peut fonctionner à l'intuition, il peut fonctionner au pif. Il y a des gens qui sont remarquables pour ça, du pif. Mais il faut, chaque fois qu'on raisonne, il faut être extrêmement rationnel et il faut avoir des faits et des chiffres. Quand des gens vous disent telle source d'énergie, c'est l'avenir, sans donner de chiffres, qui soit crédible, ça n'est que du baratin, ça n'est que du vent. Alors, les sources d'énergie, c'est comme toutes les entreprises industrielles, je dirais, c'est régi par la logique du triangle. Il faut rendre un service à la société, il faut autant que possible respecter l'environnement, et il faut évidemment faire ça de façon économiquement rentable. Tout ça, ce sont les conditions pour qu'une entreprise soit durable. Alors, on vous parle du développement durable. Le développement durable doit répondre à cette trinité de contraintes. Et si vous en oubliez une, vous n'êtes pas durable. Mais il se trouve que la plupart du temps, celle qui, à la fin, va conditionner les politiques, c'est l'économie. On en revient toujours à l'économie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des choses qui risquent de ruiner la collectivité qui les met en œuvre. Et puis, dernière conclusion, alors que celle-là, elle est nettement plus philosophique, c'est que l'avenir, il est écrit nulle part. Et puis, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle Steve Jobs, qui a eu une phrase que je vous recommande et que je vous invite surtout à mettre en pratique, c'est que la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer
Donc c'est à votre génération qu'il appartiendra d'inventer l'avenir jusqu'à la fin du siècle. Merci pour votre attention.